Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, après-midi de manifestations de colère dans les rues de Dakar, les travailleurs de la SDE ont d'abord donné le ton. Ils veulent un siège au conseil d'administration et 15% des parts du capital de la Sénégalaise des Eaux, toujours dans l'attente d'un nouveau repreneur. Pendant ce temps, les cordonniers ont manifesté de la place de l'Obélisque à la RTS. Ils s'inquiètent de leur avenir menacé selon eux par la concurrence chinoise. En politique, l'initiative pour des élections démocratiques change de stratégie. Elle décide d'occuper la place Soweto le jour du vote des projets de loi portant d'abord modification du code électoral et révision de la Constitution. C'est pour dire non au système de parrainage, un forcing du gouvernement pas du tout du goût de Babacar Fall de la société civile. Avant-goût de Coupe du Monde Russie 2018, le Sénégal tenu en échec par l'Ouzbékistan. Score final 1 but partout, un match amical qui s'est joué à Casablanca. Notre envoyé spécial Momodou Ndiaye sera en ligne dès le début de cette édition. Vous suivrez également l'analyse du doyen Abdoulaye Diao. Bienvenue si vous nous prenez en cours sur la TFM. Je vous le disais donc en titre, une fois n'est pas coutume, on démarre par le sport. En football, direction Casablanca pour retrouver notre envoyé spécial Momodou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, Chérika. Alors, Sénégal-Ouzbékistan, c'est fini depuis environ 2 heures. Le score, on le connaît, match nul, 1 but partout. On a suivi le match et constaté également que Aliou Cissé a joué sans ses cadres. Comment le coach a expliqué ce choix? Effectivement, le Sénégal tenu en échec ici à Casablanca par l'Ouzbékistan. Premier match de préparation des Lions pour le mondial Russie 2018. Premier changement de système de jeu pour Aliou Cissé. Le sélectionneur national a joué en 3-5-2. Une première depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Une équipe remaniée presque à 90% avec la première titularisation de la nouvelle recrue de la tanière. Santingom, le milieu nantais, a rendu une copie propre avec une passe décisive pour Moussa Konaté qui a d'ailleurs égalisé à la 62e minute. Un but partout, c'est le score final du match. Sénégal-Ouzbékistan. Aliou Cissé reste confiant à son équipe pour le prochain match des Lions le 27 mars face à la Bosnie au Havre, en France. Merci beaucoup. Donc, Momodou Ndiaye, vous reviendrez plus largement sur ce match dans nos prochaines éditions. Aliou Cissé, Momodou Ndiaye l'a dit, il a joué avec une équipe remaniée. Normal juge le doyen Abdoulaye Diao, le chroniqueur sportif au groupe Futur Média, souligne que ce genre de match permet au sélectionneur national d'élargir son groupe. Il répond aux questions de Ibrahima Kane et Abdoulaye Diallo. Je dis que ce ne sont pas des matchs amicaux, puisque répertoriés par la CAF et la FIFA, et qui servent toujours à quelque chose. Donc des matchs de recherche et de préparation. C'était prévu avant match que Aliou Cissé ferait jouer des sans grade, si vous voulez, ou peut-être des joueurs qui aspirent à entrer dans le meilleur 11 possible. Il faut tendre à cela. Pouvoir jouer un jour sans Sadio Mané et l'oublier. Pouvoir jouer un jour sans Karambodj et l'oublier sans Idrissa Gana Gueye. Les Ouzbeks vous diraient, c'est un Sénégal que nous avons fait échec ou qui nous a fait échec, mais sans sa meilleure équipe possible. Au fond d'eux, ils sont en train de ruminer que c'est une artillerie lourde sur laquelle peut compter le Sénégal. Alors ces matchs-là servent à ça. Et c'est cela l'important de matchs du genre. J'ai fini tout à l'heure de rappeler que Aliou Cissé n'avait perdu que des matchs amicaux de préparation ou de recherche parce qu'il sait, lui, à quoi servent ces matchs. Et voilà comment aujourd'hui, en faisant 1-1, il sait avoir gagné quelque chose, élargir peut-être le groupe avec d'autres jeunes joueurs qui aspirent à de meilleurs rôles dans ce groupe du Sénégal. Alors, pour être complet sur ces matchs amicaux, retenez que les adversaires du Sénégal au mondial disputent également des rencontres. Aujourd'hui, la France joue la Colombie, la Pologne et le Nigeria également, tout comme Japon-Mali qui se sont neutralisés. Score final 1 but partout. Nous reviendrons sur les autres scores des adversaires du Sénégal au mondial 2018. Je vous le disais également en titre, les travailleurs
travailleurs de la SDE ont battu le macadam cet après-midi dans les rues de Hann Bel-Air. C'est pour exiger un siège dans le conseil d'administration. Ces travailleurs réclament également 15% des parts du capital de la Sénégalaise des eaux. Ils ont également réclamé la revalorisation salariale et la conservation des avantages, s'adressant ainsi aux futurs repreneurs de la SDE, compte rendu par Faragning Younous Diada. Ils scandaient des slogans, pancartes à la main, brassards et t-shirts rouges. Les travailleurs de la SDE exigent le respect des points de revendication. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est d'avoir au minimum 15% dans le capital de la nouvelle société et d'avoir une représentation dans le conseil d'administration de cette nouvelle société. Ces questions ont été évoquées quand nous avons déposé un préavis de grève et que le gouvernement ne voulait pas s'asseoir à la table de négociation. Peu importe le prochain repreneur, les travailleurs attendent de lui la revalorisation des salaires et le maintien des avantages acquis. Nous ne sommes pas fixés sur celui qui reprendra cette entreprise. Ce qui est important chez nous, c'est l'intérêt des travailleurs et le devenir de cette entreprise, surtout les travailleurs de la SDE. Dès que le nouveau repreneur sera connu, que l'on puisse s'asseoir avec lui pour qu'on règle le problème de l'augmentation des salaires. Nous avons parlé de la prise en compte des travailleurs, les jeunes travailleurs qui veulent avoir une formation, la carrière de ces jeunes travailleurs, comment elles doivent être menées dans la nouvelle société. C'est l'ensemble de ces points qui doivent être discutés dans ce comité ad hoc-là. Leur dernier recours, le chef de l'État, pour voir le bout du tunnel. Le ministre Mansour Faye nous a dit qu'il portera ces revendications devant le président de la République. Nous lançons un appel au président de la République. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut qu'il délibère et qu'il donne aux travailleurs 15% et une représentation dans le conseil d'administration. C'est ça la revendication majeure des travailleurs. Après cette marche qui a pris fin à la SDE de Yarach, les travailleurs de ladite société comptent durcir le ton si rien n'est fait d'ici les jours à venir. Nous parlions hier également de la célébration de la journée mondiale de l'eau, un liquide si précieux mais introuvable au quartier Mouss d'Alifa, c'est à Bargny. Le calvaire des populations de cette ville du département de Rufisque dure depuis plus de 10 ans. Reportage Aïssatou Paït à Tanarba. Au quartier Mouss d'Alifa de Bargny, les populations crient leur mécontentement. Ni eau, ni éclairage public, la situation dure et persiste depuis longtemps. Assoiffée, elle demande de l'aide. J'achète tous les jours 10 bidons à 1500 francs. Quelquefois, il nous arrive même de rester tard la nuit sans avoir de l'eau à boire. Donc nous tapons aux portes des voisins pour étancher notre soif. Nous ne savons plus quoi faire, nous demandons de l'aide. Mis à part le manque d'eau, la sécurité fait défaut. Il y a aussi un problème d'éclairage public. La sécurité est plus que galopante. Nos enfants ont même du mal à faire leurs exercices à la descente parce que ce sont eux qui nous aident à aller puiser de l'eau. Il faut que la situation change. À en croire les habitants de Mouss d'Alifa, rien ne va, rien ne marche. C'est une partie du quartier seulement qui est encore électrifiée. Il reste encore une grande partie qui n'a pas encore bénéficié de l'électricité. On est fatigué. Nos braves dames sont fatiguées. Elles passent du moins tout leur temps à aller chercher de l'eau dans une bonne fontaine qui est distante d'environ 5 km à voire 3 km du quartier. Donc, pour cette raison seulement, nous faisons appel à nos autorités. Nous voulons de l'eau. Les chaussures provenant de la Chine, une véritable menace pour les cordonniers du Sénégal. Ils ont tenu à alerter les autorités sur ce qu'ils considèrent comme étant une menace sur ce métier, mais aussi concurrence déloyale. D'autres revendications d'ordre social ont été exprimées à travers leur marche partie de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS Habib Faye Younous Diatta. Ils sont remontés, ces cordonniers, dans la rue
Il fustige la concurrence déloyale et exige un encadrement. La coordination joue un rôle très important dans ce pays parce qu'on crée beaucoup d'emplois dans ce pays. L'État ne doit pas nous laisser comme ça. On a des concurrents qui ont de la force et qui n'ont pas de pitié. Nous voulons que l'État nous accompagne et nous protège. L'encadrement, ça reste aussi. Le collectif des cordonniers du Sénégal compte se faire entendre si l'État ne réagit pas. S'il n'y a pas de satisfaction, on va passer à une vitesse supérieure. Vitesse supérieure, c'est-à-dire? De créer dans toutes les régions ces marches et d'obliger à nos partenaires de suivre cette démarche-là. Entre autres réclamations, plus de considération à leur égard et une assurance de la couverture maladie universelle. On n'est pas toujours à l'abri de payer des ordonnances. Donc nous voulons aussi des couvertures maladie universelle. Dans la rue cet après-midi, pour fustiger la concurrence qu'il vit avec les commerçants chinois, le collectif des cordonniers du Sénégal ne compte pas baisser les bras pour poursuivre le combat. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les travailleurs des chantiers ont observé un arrêt de travail pour une durée illimitée. Ils réclament 2 mois d'arriérés de salaire. Nous écoutons Didier Djikoun. Ils portent leur parole au micro de nos correspondants sur place, Boubacar Diassi, Lamine Mandia. Nous constatons que depuis plus de 2 mois, toutes les maçons qui sont là n'ont pas le salaire. Et ce n'est pas normal. Les menuisiers, toutes les équipes, tous les travailleurs qui sont là n'ont pas reçu le salaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a jugé nécessaire de faire entendre à toute l'opinion nationale que vraiment les travailleurs du chantier de l'Assane Seck sont depuis 2 mois sans salaire. Et imaginez les pactes qui se rapprochent. On a des parents, des responsables de famille. Et même ceux-là qui ne sont pas des responsables ont besoin de leur argent pour régler leurs problèmes. Et on dit qu'on est dans un Sénégal émergent. Et le Sénégal ne peut pas s'émerger sans le salaire des travailleurs. Vous voyez comment un père de famille peut vivre pendant plus de 2 mois sans salaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a jugé, avant d'aller gâter quoi que ce soit dans la rue, avant d'aller faire autre chose, on a jugé nécessaire d'inviter la presse. Et on veut immédiatement et sans condition notre salaire. C'est ce qu'on veut. À part ça, on ne travaillera pas ici dans le chantier si rien n'est fait jusqu'à nouvel ordre. On a jugé nécessaire, on a décidé finalement de tenir un mot d'ordre jusqu'à l'infini. Crise scolaire, l'intersyndicale pour la défense de l'école veut maintenant négocier directement avec le président de la République. L'organisation dit ne plus faire confiance au Premier ministre et à ses ministres. C'est pour concernant justement les prêts DMC. Ils disent que ces ministres sont de mauvaise foi. Ces syndicalistes ont également invité l'association des parents d'élèves à être plus impartiale. Nous suivons le compte-rendu de leur rencontre de ce matin. Fatou Bintou Conté, Pape Sangone Mbaye. La crise qui secoue l'école sénégalaise va de mal en pis. Cette fois-ci, c'est l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants qui est monté au créneau pour fustiger les différentes sorties du gouvernement par rapport au dégel des prêts DMC. Et pour prendre l'exemple du crédit DMC, il était dit et arrêté qu'en fin mars, les DMC allaient être dégelés. Et avant-hier, on a vu le porte-parole monter au créneau pour dire que cette échéance a été transférée au mois de septembre. C'est donc dire que même le Premier ministre dit des choses et se dédie. À ce stade de la crise scolaire, Gouniagnon et ses camarades estiment que seul l'arbitrage du chef de l'État demeure la seule solution. On s'est rendu compte que, puisque le ministre, le Premier ministre ne sont plus en mesure de régler le problème, il faudrait que le président de la République monte au créneau et prenne la décision qui doit libérer non seulement les enseignants, les élèves, mais tout le peuple sénégalais. Toujours par rapport à cette crise dans l'enseignement, l'intersyndicale appelle la Fédération des parents d'élèves à être équidistante de ce bras de fer entre l'État et les enseignants. Mais nous le comprenons. Quand ces parents d'élèves sont subventionnés par le ministère de l'Éducation nationale, ils ne peuvent qu'être la caisse de résonance de ce dernier. Cette année, les enseignants jouent leur va-tout, le règlement de la crise scolaire ou une année blanche. C'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de débrayer le mardi 10 mars, du 10 avril à partir de 9h et de faire une grève totale de 72 heures les mercredis 11, jeudi 12 et vendredi 13 avril.
Crise scolaire toujours, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor a rencontré les responsables des syndicats d'enseignants au niveau local. L'IA leur demande de mettre en avant l'intérêt supérieur des élèves, surtout dans cette partie sud du pays avec ses nombreux abris provisoires menacés par la précocité des pluies. Nous suivons Siaka Goudiaby, il est l'IA de Ziguinchor au micro de Boubacar Diassi. J'ai tenu à leur poser un certain nombre de préoccupations en tant que responsable institutionnel, compte tenu de la situation particulière au plan climatique de la région de Ziguinchor. Alors, il serait bon que, même s'ils ont des mots d'ordre nationaux à exécuter sur le terrain, qu'ils puissent vraiment appliquer ce mot d'ordre de façon particulière en accordant à Ziguinchor vraiment une faveur, un traitement de faveur. Parce que lorsqu'il s'agira de réorganiser le calendrier scolaire, après donc la crise qui va un jour cesser, il nous faudrait voir comment travailler pour terminer rapidement les programmes. Mais compte tenu de la situation de précocité de l'hivernage dans la région de Ziguinchor, il nous sera très difficile de respecter le calendrier, le nouveau calendrier de l'année scolaire. Parce qu'il pleut très tôt à Ziguinchor et quand il pleut, tout ce qui est salle de classe en abri provisoire va être démoli. En tout cas, j'ai tenu à leur demander d'appliquer à ces mots d'ordre, d'accorder à ces mots d'ordre vraiment un traitement de faveur pour Ziguinchor. À Thiès, les résultats scolaires de l'année précédente ont été catastrophiques, même si le taux de redoublement a baissé. C'est pourquoi l'inspecteur d'académie de Thiès et les acteurs de l'éducation de la région ont tenté de savoir les raisons lorsqu'ils présentaient la revue annuelle décentralisée du secteur éducatif. Correspondance, cher Ante Diop Seylatir. D'école, les enseignants, bref, tous les acteurs du système éducatif régional de Thiès ont pris part à cette rencontre. Ils ont saisi l'occasion pour présenter le bilan de l'Académie de Thiès de 2017 et jeter les bases d'une perspective pour le plan de travail annuel de 2018. Constat fait, le taux de redoublement a nettement diminué, mais les résultats au niveau des examens ne suivent pas. Vous avez constaté avec nous que du point de vue de la qualité et en général dans tous les programmes, notamment de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, nous avons constaté une nette amélioration des taux de redoublement, des taux d'abandon, des taux de promotion. Évidemment, il y a des points faibles et nous avons pointé du doigt ces points faibles-là, notamment la faiblesse des résultats au niveau des examens scolaires. Et ensemble, nous avons travaillé pour partager les raisons. Sur les raisons qui expliquent les contre-performances des élèves, selon Papa Baba Diassé, l'inspecteur d'académie de Thiès, les responsabilités sont partagées. Les contre-performances, il y a plusieurs raisons. On peut les retrouver chez l'élève, chez l'enseignant, chez le parent d'élève et dans même le dispositif d'évaluation. Nous allons organiser le concours d'excellence. Nous avons mis en place des cellules pour améliorer, n'est-ce pas, l'enseignement des mathématiques et des sciences. Tout cela pour booster les résultats scolaires au niveau de l'Académie de Thiès. L'inspection de l'Académie de Thiès annonce que des implantations ont démarré depuis la semaine dernière au niveau des inspections d'éducation et de la formation de Thiès. Tous les abris provisoires seront éliminés. Accusé de vouloir exproprier les terres des privés nationaux dans la Pointe-Sarène, c'est dans le département de Mbour, le ministre du Tourisme a apporté des précisions. Mamba Niang estime que l'État compte intégrer ces nationaux dans ce projet. Le ministre en charge du PSE a pour sa part expliqué que ce projet va relancer le tourisme dans cette partie du Sénégal. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Depuis l'annonce du projet touristique à Pointe-Sarène, les populations de cette localité n'arrêtent pas de montrer leur inquiétude concernant leurs terres. Selon les autorités, toutes les dispositions sont prises pour rassurer et satisfaire ces populations. Le ministre du Tourisme estime qu'aujourd'hui, l'État pense plus à protéger ses citoyens qu'à les causer du tort. Dans un premier temps, les gens ont pensé que nous voulions chasser des Sénégalais de leurs terres. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. On ne peut pas développer le tourisme sans des acteurs sénégalais. Les Sénégalais qui avaient initié des investissements privés vont intégrer le projet tel que l'a dit le président du conseil d'administration. Leurs intérêts sauvegardés et voire même créer les conditions de financement avec des partenaires
ont commencé à se manifester à votre niveau parce que le pays commence à être attrayant. Cheikh Kanté aussi était de la visite à Pointe-Sarène. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent ajoute que le tourisme reste un pilier du PSE. C'est un secteur qui a toujours été négligé. Nous avons aujourd'hui au Sénégal plus de 500 km de côtes. Un des pays les plus ensoleillés, mais qui n'a pas atteint, en tout cas auparavant, sa vitesse de croisière. Le président Macky Sall, visionnaire qu'il est, a fait un diagnostic de ce secteur et a fixé des objectifs clairs, nets et précis. Les ministres Mambay Niang et Cheikh Kanté ont profité aussi de l'occasion pour voir l'état d'avancement des travaux de réaménagement de Pointe-Sarène. En politique, je vous le disais également en titre, l'initiative pour des élections démocratiques a annulé son sit-in prévu ce matin devant les locaux du ministère de l'Intérieur pour demander le départ du locataire Aly Ngouille Ndiaye. Toutefois, l'IED prévoit un rassemblement à la place Soweto à l'Assemblée nationale pour s'opposer au vote de 2 projets de loi. L'un porte sur la révision constitutionnelle, l'autre sur la modification du code électoral. C'est pour instaurer un système de parrainage lors de la présidentielle 2019. Nous écoutons les explications de Cheikh Sadibou Fall du Parti démocratique sénégalais au micro de Alassane Ba et Mohamed Dien. Je crois qu'il faut quand même que les Sénégalais comprennent que ce que le pouvoir fait pour empêcher, dit-il, les risques de désordre au niveau de la ville, ce ne sont pas les opposants qui manifestent de manière pacifique. Aujourd'hui, on a vu que, malgré que nous ayons annoncé que nous allons surseoir à cette manifestation devant le ministère de l'Intérieur, la ville était quadrillée et complètement barrée. Donc il faut que les gens prennent conscience que ceux qui sont à l'initiative de ces troubles-là, ce ne sont pas les gens de l'opposition, mais le pouvoir qui jette des lacrymogènes n'importe où, y compris dans les écoles, et mettent des barrages. Même quand l'opposition dit qu'elle ne manifeste plus, ils mettent des barrages. Donc ça, je crois qu'il faut le noter pour faire comprendre aux Sénégalais que nous ne sommes pas les fauteurs de troubles tels que le... En tout cas, le vote de ces 2 projets de loi risque d'envenimer les relations entre le pouvoir et l'opposition. Déjà tendues, cette opposition promet un 23 juin bis pour contraindre le gouvernement à reculer dans sa logique d'instaurer un système de parrainage. Youssou Touré de l'APR plaide pour sa part pour une pacification de l'espace politique Alassane Ba. Une nouvelle stratégie mise en place, l'IED en ordre de bataille. Elle ne reculera pas. Nous ne reculerons jamais devant la nécessaire défense des libertés démocratiques dans ce pays. Tous les segments de la société invités, objectif barrer la route au régime en place qui veut, selon Cheikh Sadibou Fall, tripatouiller la Constitution. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même faire prendre conscience aux Sénégalais des risques qu'il y a à accepter que le pouvoir, encore une fois, tripatouille la Constitution comme ils l'ont déjà fait lors des élections pour pouvoir effectivement passer. Ça, nous avons donc arrêté la décision d'organiser un grand rassemblement. Quand on touche à la Constitution, on touche au fondement de notre pays. Il faut reconnaître que des efforts ont été faits en direction de l'opposition pour qu'ensemble nous puissions prendre en charge cette question électorale. Le responsable apériste, lui, apaise, même s'il a montré son accord sur le système de parrainage, ce que veut Youssou Touré, c'est pacifier l'espace politique. Un appel à l'opposition pour qu'elle sache raison garder. Il faut qu'elle sache raison garder. La politique, le pouvoir n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre un objectif au service des populations. Donc il est important qu'on revoie le discours. Parce qu'on est en train, à travers nos comportements, à travers nos discours, on est en train aujourd'hui véritablement de poser des actes qui demain peuvent créer problème, peuvent poser problème. S'ils veulent véritablement manifester devant la représentation parlementaire, ils peuvent le faire. Mais encore faudrait-il que ce soit dans les normes.
les règles de la CEDEAO ne permettent pas de toucher aux règles du jeu en matière d'élection, ils vont faire vite pour mettre tous les barrages possibles et nécessaires et empêcher la libre expression des Sénégalais. Nous disons que le cadre dans lequel ces élections-là doivent se dérouler doit être un cadre consensuel. L'initiative pour des élections démocratiques donne rendez-vous aux Sénégalais. Elle ne compte pas se laisser faire. L'IED veut juste des élections libres et très claires. Babacar Fall du GRADEC dit comprendre les préoccupations de l'opposition. Ce membre de la société civile ajoute que soumettre ces projets de loi à l'Assemblée nationale n'est pas une bonne démarche. À son avis, le président de la République devrait poursuivre le dialogue pour trouver un consensus. Voici le reportage de Fatima Taba et Mohamed Dien. Les concertations sur le processus électoral terminées, le parrainage reste donc le principal point d'achoppement. Le président Sall a décidé de trancher en proposant le projet de loi à l'Assemblée nationale, une démarche pas du goût de ce membre de la société civile. Ce point sur le parrainage a été, disons, considéré comme un désaccord et a été soumis à l'arbitrage du président de la République. Alors, là où le problème se pose, c'est que si dans le cadre d'une discussion ou en tout cas de rencontre, d'échange, il y a des désaccords et qu'on soumette à l'arbitrage du président de la République, je pense que le président de la République aurait dû arbitrer sur le package. Parce qu'il y a un désaccord sur le parrainage, sur le bulletin unique et sur la caution. Alors, nous ne pensons pas que ça a été une bonne chose aujourd'hui donc de juste trancher la question relative, disons, au parrainage et de laisser la question du bulletin unique en suspens. Bien que ce qui aurait été, en tout cas, à mon avis, peut-être plus, disons, juste, plus équitable, c'est vraiment que le président de la République puisse arbitrer dans le sens, disons, de donner droit aux revendications de chaque pôle. On aurait pu dire OK pour le parrainage, en essayant donc vraiment de le mettre dans des formes raisonnables. Le président aurait dû, par exemple, profiter de cette situation même pour relancer le dialogue entre les avec lesquels nous sommes dans le cadre de la plateforme ou bien donc dans le cadre du collectif, ne sont pas encore réunis pour, disons, se prononcer sur la question. Le président Sall doit prendre ses responsabilités afin d'éviter toute situation inconfortable dans le pays de la Teranga. On a beaucoup de problèmes dans ce pays avec l'évolution du front social, la question liée aux enlèvements d'enfants, etc., etc. Le pays a besoin de stabilité. La troisième édition des RIFAD, les rencontres internationales francophones Abdou Diouf, se sont tenues ces rencontres à Louga. Ce grand événement est organisé par les ressortissants du Ndiambour pour rendre hommage à un des leurs, l'ancien président Abdou Diouf, qui a également dirigé l'Organisation internationale de la francophonie de 2003 à 2015. Le président Diouf a été représenté sur place par une forte délégation dirigée par un de ses fils, Cheikh Makhtar Diouf, dit Pedro. Oui, je suis venu apporter un message de soutien de la part du président Abdou Diouf qui, par ce message, montre aux Sénégalais qu'il est de Louga, qu'il aime Louga dans son cœur. Et donc c'est cette raison pour laquelle il m'a demandé, il m'a dépêché de venir le représenter ici. Et pour montrer, pour dire à tout le monde qu'il est de tout cœur avec ces troisièmes rencontres francophones. Qu'est-ce que ça représente à saisir ces rencontres? C'est important parce que, comme l'a dit tantôt M. Philippe Cantraine, c'est devenu une institution. Parce qu'organiser des rencontres comme ça pour la troisième fois, donc ça montre que c'est là, c'est debout, et donc c'est une institution, donc ça représente, pour lui c'est très important à ses yeux. L'actualité internationale nous mène en Somalie, dans le Sahel et en France, où une prise d'otages perpétrée dans le sud a fait au moins 3 morts et une quinzaine de blessés. Récit Daniel Diouf. L'Hexagone, réveillé ce vendredi par une prise d'otage à Carcassonne et à Trèbes, dans le sud de la France. C'est un jeune homme de 26 ans qui s'en est pris à des automobilistes et à des policiers avant de se lancer dans une prise d'otage dans un supermarché. Bilan provisoire, 3 morts et 16 blessés, dont 2 graves. L'homme a été abattu par le GIGN. L'organisation État islamique a revendiqué la prise d'otage et les attaques.
L'auteur des attaques identifié comme un petit délinquant mais pas connu pour être radicalisé, selon le ministre français de l'Intérieur. La prise d'otage a duré 4 heures. Un attentat revendiqué par les islamistes somaliens Chebab a fait au moins 14 morts jeudi dans un hôtel populaire de la capitale, Mogadiscio. Des témoins interrogés par l'AFP ont décrit une explosion énorme à l'heure de pointe dans une des artères les plus fréquentées de la capitale. Le porte-parole du gouvernement n'a pas précisé ce qui a provoqué l'explosion, mais des témoins et des Chebab ont parlé d'une voiture piégée. Enfin, bientôt $1 million de plus dans la tirelire du G5 Sahel. Le G5 Sahel constitué de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, du Niger et du Mali. $1 million, c'est la contribution que le Rwanda entend apporter au bon fonctionnement de la force militaire multinationale pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Une somme qui vient s'ajouter aux 414 millions d'euros déjà disponibles sur les 480 attendus. L'information a été donnée par The New Times, le quotidien rwandais, qui précise que l'annonce a été faite par Paul Kagame à Kigali au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et au président du Niger, Mahamadou Issoufou, secrétaire exécutif du G5 Sahel. Merci Daniel, c'était le moment fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de TFM.